Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, ouverture des travaux de la 16e conférence ministérielle africaine sur l'environnement. La cérémonie s'est déroulée ce lundi à Libreville en présence du ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement, chargé de la protection et de la gestion durable des écosystèmes, Madame Estelle Ondo. Le compte-rendu de Chimène Sandra Senghon et Alexandre Nkogé. Le segment des experts a ouvert ce lundi à Libreville la 16e conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Du 12 au 14 juin, ces experts traiteront de plusieurs questions, dont celle des objectifs de développement durable. Le thème donc de cette année déjà, c'est de voir comment l'environnement va nous permettre d'atteindre les objectifs donc de développement durable. Nous allons mettre en œuvre l'agenda 2030 et 2063. Nous allons préparer ensemble les prochaines sessions sur le changement climatique. Nous allons préparer ensemble les prochaines sessions sur la diversification. L'impact du retrait des États-Unis des accords de Paris est une des préoccupations de cette rencontre des ministres africains de l'environnement. Le retrait des États-Unis de la COP de Paris est effectivement un souci, un problème. Mais nous avons l'espoir parce que nombreuses entreprises américaines et dans le monde entier, la société civile s'est mobilisée. Comme je le disais, l'Union européenne se mobilise, la Chine se mobilise pour l'accord de Paris. La COP 21 est un défi. C'est la justice pour le climat. Durant les 2 prochaines années, le Gabon prendra le leadership de la politique environnementale sur le continent. À ce titre, il préside également le comité des chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique, le CAOS, et la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, la CEMAE, une plateforme continentale pour l'élaboration des stratégies continentales en matière d'environnement et de développement durable. Le Gabon succède à l'Égypte. Autre activité ministérielle de ce lundi, et c'est en bref et en images, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage en charge de la mise en œuvre du programme Graines, Yves Fernand Manfoumbi, a devisé avec les partenaires au développement. Objectif, amener les partenaires à investir dans le secteur agricole. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information. J'en viens au mouvement d'humeur de la coalition des syndicats de la santé réunis ce lundi au centre hospitalier universitaire de Libreville. Face aux membres, les responsables du groupe ont fait le compte-rendu des séances de travail avec les autorités en charge de ce secteur. Les détails dans ce compte-rendu de Jamila Mbengman et Bertrand Saga. La coalition des syndicats de la santé au Gabon a durci son mouvement de grève, observé depuis près d'un mois et pour cause, le non-paiement de la prime d'incitation à la performance. Nous leur avons fait beaucoup de propositions pour démontrer notre volonté à faire en sorte que ce problème connaisse son épilogue. Malheureusement, nous avons comme l'impression qu'au niveau du gouvernement, les violons ne sont pas toujours accordés. Au niveau de la santé, on ne joue pas avec la vie des autres et qu'on ne pense pas que ça soit la responsabilité des seuls partenaires sociaux que nous sommes. Les négociations avec le gouvernement semblent ne pas évoluer. Malgré les nombreuses réunions entre les deux parties, le personnel soignant assure toutefois le service minimum. Nous sommes en service minimum, un service minimum bien renforcé. Et nous estimons qu'au regard même de la qualité de notre service minimum, le gouvernement devait être plutôt amené à fournir des efforts nécessaires pour pouvoir verser la PIP aux personnes de santé. D'autres questions liées à la formation du personnel et au plateau technique ne sont pas en reste dans le protocole de revendication des syndicalistes. Une note d'éducation pour tourner la page du Gabon face aux informations qui circulent depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux et dans certains médias appelant à un arrêt de cours et au boycott des examens. Le ministère de l'Éducation nationale en rassure et appelle à la vigilance de tous. Gabriel Mapessi, Jospin Bombadianga. Alors que le calme est revenu au sein de l'éducation nationale après plusieurs soubresauts dus au non-paiement des primes, voilà que le trouble semble vouloir ressurgir. Suite à la mise sous mandat de dépôt pour injure à magistrat par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tchibanga d'un enseignant et syndicaliste membre de l'ex-convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, une menace de grève plane. Alors que les épreuves pratiques du sport du baccalauréat session 2017 ont débuté. L'Union s'étonne de la circulation sur les réseaux sociaux et dans certains médias de multiples messages appelant
à un énième arrêt des cours et au boycott des examens en préparation, dans le cadre d'une année scolaire déjà laborieuse pour les enseignants, pénible pour les élèves et coûteuse pour les familles. Alors que le fait d'injures à magistrat reproché à l'enseignant poursuivi par la justice relève de sa seule responsabilité civile et pénale. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale en appelle à la responsabilité de tous. Les autorités académiques, les personnels des administrations des établissements, les parents d'élèves et les élèves sont invités à adopter la meilleure attitude visant à épargner l'année scolaire de toute nouvelle perturbation du fait d'un acte isolé posé par un citoyen, enseignant ou syndicaliste soit-il. Pour l'heure, le calme règne et le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation après une année scolaire mouvementée. La page Afrique s'ouvre au Maroc où des manifestants ont envahi en masse ce dimanche le centre de Rabat en soutien à la contestation dans le nord du Maroc et pour exiger la libération des leaders récemment arrêtés de ce mouvement. Le récit de Miguel Mabika. Le centre de Rabat a fait l'objet de manifestations en masse dimanche en soutien à la contestation dans le nord du Maroc. Objectif, exiger la libération des leaders récemment arrêtés de ce mouvement. Le cortège s'étendait sur près d'1 kilomètre sur l'avenue Mohamed VI, principale artère de la capitale, jusqu'à la place de Bab El Had, à la lisière de la Médina. Les manifestants scandaient des slogans exigeant la libération des prisonniers qui pour la plupart marchaient en rang, disciplinés et reprenant les slogans crachés dans les micros des sonos. Beaucoup de marcheurs brandissaient à bout de bras le portrait de Nasser Zefzafi, leader emprisonné du Irak, le mouvement de contestation populaire qui agite depuis 7 mois la région du Rif. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, malgré la chaleur qui est très aiguë ici à Rabat, des milliers et des milliers de personnes sont sorties pour un seul point, c'est la libération immédiate et inconditionnelle des détenus de mouvement citoyen rifin. C'est-à-dire la population revendique pour établir une plateforme de confiance, une libération immédiate. Selon les islamistes de justice et bienfaisance, l'une des organisations à l'origine du rassemblement, ils étaient 1 million à prendre part à cette marche historique. Après 7 mois de contestation dans la province d'Al Hoceima, les autorités ont mené localement une vague d'arrestations depuis 15 jours visant le noyau dur du mouvement, justifié selon elles par la nécessité de faire respecter la loi. Selon les derniers chiffres officiels, 86 personnes ont à ce jour été présentées à la justice, dont une trentaine ont été placées en détention préventive, accusées de lourdes charges et notamment d'atteinte à la sécurité intérieure. Cap sur la Guinée, et c'est en bref et en images. Alpha Condé se propose comme médiateur dans la crise diplomatique qui oppose l'Arabie saoudite au Qatar. Dans une lettre adressée au roi saoudien, le président guinéen s'est dit disposé à œuvrer sans relâche pour trouver une solution pacifique sans prendre parti. Alpha Condé, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, qualifie la rupture des relations diplomatiques entre Riyad et Doha de crise inopportune. Au Burkina Faso, le délibéré est attendu pour ce mardi dans le procès d'un ancien militaire français des forces spéciales qui a reconnu des attouchements sexuels sur 2 fillettes en 2015 au Burkina Faso où il était en mission dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Gaël Mapessi s'en fait l'écho. Un soldat français des forces spéciales, soupçonné d'attouchement sexuel sur 2 fillettes franco-burkinabées de 3 et 5 ans en 2015 quand il était en mission au Burkina Faso, sera jugé mardi au tribunal correctionnel de Paris. Sébastien, 40 ans aujourd'hui, est aussi poursuivi pour l'enregistrement d'images à caractère pédopornographique pour avoir filmé des attouchements sur des fillettes. Il comparaît libre, contrairement aux réquisitions du parquet. On fait toujours attention à sa fille de 3 ans. On fait toujours très attention à sa fille de 3 ans. Voilà. Mais quand on est en face de soi des personnes qui viennent vous escroquer l'intelligence, voilà, ça peut toujours arriver. Et ça, c'est aussi un conseil, un appel qu'on lance à tous les parents. Il faut faire totalement attention, surtout quand on a envie de le dire maintenant.
des militaires français à côté. Ce n'est pas seulement au Burkina que c'est arrivé. Pendant l'enquête, il avait commencé par nier les faits, affirmant ne pas s'en souvenir car il avait beaucoup bu. Puis avait reconnu certains attouchements confrontés aux images qu'il avait lui-même tournées. Les faits remontent au 28 juin 2015. Il encourt une peine de prison de 10 ans. France en ouverture des actualités hors du continent, et c'est en bref et en images. Après la Côte d'Ivoire dimanche, le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi son homologue sénégalais Macky Sall. La France a intensifié ses relations avec les deux pays depuis les opérations de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Suivant une séquence de la conférence de presse après le tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Je veux ici redire le rôle majeur que le Sénégal joue et a joué dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Sénégal a été à nos côtés depuis le départ. Je n'oublie pas que les premiers éléments de l'opération Serval se sont déployés à partir du Sénégal et que le Sénégal, déjà fortement engagé, deviendra dans les prochaines semaines le premier contributeur à la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Et à ce titre, nous connaissons, et l'un et l'autre, le prix de cet engagement pour nos armées, pour les vies de nos soldats. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Plusieurs accords avaient été signés, 10 accords. Et tout à l'heure, notre échange a permis de voir le coup de fouet que vous allez personnellement donner à cette coopération dans les domaines que vous venez d'évoquer. Je voudrais rappeler, pour m'en réjouir, le projet de haute technologie du train express régional, qui est un train électrique qui va révolutionner le système de transport au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, et qui illustre de la volonté de deux pays de projeter l'image d'un partenariat franco-africain rénové. Restons en France où le nouveau gouvernement veut aller plus vite dans la lutte contre le réchauffement climatique en dépit du retrait des États-Unis de l'accord de Paris qui pose un grave problème de financement. Le récit de Marina Boissa. Alors que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, la France veut aller plus vite dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre français de l'Environnement, Nicolas Hulot, souhaite rehausser les objectifs de réduction d'émissions de gaz en France et travailler sur des financements innovants, y compris la taxe sur les transactions financières, dont la discussion est au point mort en Europe. Nous allons probablement rehausser nos propres objectifs de réduction d'émissions de gaz, ou en tout cas les accélérer dans le calendrier. Nous allons très rapidement, par la loi, mettre fin à toute nouvelle autorisation de permis d'exploration de nouvelles ressources d'hydrocarbures. Et nous allons très rapidement travailler sur des financements innovants, sans aucun, pour notamment l'aide à l'adaptation et à l'atténuation, sans aucun tabou sur ce sujet-là, y compris en mettant sur la table ce fameux serpent de mer dont j'espère que le temps est venu, qui est la taxe sur les transactions financières. La France veut réduire de moitié sa consommation d'énergie d'ici à 2050 et donc des centrales nucléaires devront être fermées. Revenant sur la décision américaine de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, Nicolas Hulot a jugé qu'il ne fallait pas céder au catastrophisme, soulignant que cet accord irréversible était le seul cadre juridique des négociations. En revanche, le retrait américain pose de graves problèmes en termes de financement prévus pour venir en aide aux pays les plus touchés par les effets du réchauffement climatique. Les États-Unis s'étaient engagés, comme les autres pays signataires, à financer la Convention climat des Nations Unies et surtout à contribuer au financement du Fonds vert pour le climat à hauteur de 3 milliards de dollars, dont 1 milliard déjà versé. De l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne, après les élections législatives de jeudi qui ont vu le Parti conservateur perdre sa majorité absolue au Parlement, la première ministre britannique Theresa May, qui joue sa survie politique, a réuni le gouvernement au 10 Downing Street. Retrouvons Marina Boissa. La première ministre britannique joue ses dernières cartes après sa déroute aux législatives. Fortement affaiblie par la perte de sa majorité absolue au Parlement, Theresa May va devoir rendre des comptes sur cet échec surprise alors que les sondages lui étaient largement favorables. Lors d'une interview à la chaîne de télévision britannique Sky News dimanche soir, elle a nié être en état de choc et défié les appels à sa démission, affirmant sa détermination
à continuer de gouverner. Dès vendredi, elle avait assuré vouloir débuter comme prévu les discussions sur le Brexit dans les 2 semaines. Le ministre en charge du Brexit, David Davis, reconduit à apporter son soutien à Theresa May sur la radio BBC, tout en concédant que certains éléments du programme des Tories pour les élections vont être éliminés. Sur le Brexit, en revanche, rien n'a changé. Selon le ministre Davis, une sortie du marché unique européen était nécessaire pour reprendre le contrôle des frontières britanniques et que la possibilité de l'absence d'un accord demeurait. Du côté des analystes, cependant, nombreux sont ceux qui estimaient lundi que Theresa May pourrait être contrainte d'abandonner l'idée d'un Brexit et de devoir maintenir le pays dans l'union douanière et le marché unique européen. Défendre à Washington la volonté des électeurs qui ont choisi de voir leur île caribéenne en faillite devenir le 51e État américain lors du référendum consultatif, toutefois marqué par une énorme abstention et boycotté par l'opposition. Le récit de Miguel Mabika. Municipalité du Guaynabo, à l'ouest de la capitale San Juan, le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, a affirmé dimanche vouloir défendre à Washington la volonté des électeurs qui ont choisi de voir leur île caribéenne en faillite devenir le 51e État américain. Suite au référendum consultatif, toutefois marqué par une énorme abstention et boycotté par l'opposition. J'espère qu'après avoir été un territoire américain pendant 100 ans, nous pouvons envoyer au Congrès américain le message que le Porto Rico est prêt à faire quelque chose pour son avenir. J'espère que ça peut faire aider à résoudre les problèmes auxquels le pays fait face. Qu'on continue toujours avec la même chose, il y a un référendum qui aboutit à rien, donc je suis venu voter pour voir si on peut résoudre nos problèmes dans l'île. Malgré le boycott et après une campagne quasi inexistante, la majorité des électeurs ont partagé dimanche l'opinion du gouverneur de Porto Rico qui exprimait le souhait de voir l'île caribéenne intégrer l'État américain par le biais du dit référendum. Croulant sous 110 milliards de dettes et un mois seulement après avoir déclenché le plus gros processus de faillite jamais déclaré par une entité locale américaine, l'île risque toutefois d'avoir du mal à convaincre Washington d'ajouter une étoile au drapeau des États-Unis. Madame, Monsieur, voilà pour l'essentiel de cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir. Plus d'une centaine d'ONG venues de plusieurs pays d'Afrique se sont réunies ce 10 juin à Libreville pour préparer la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui débutera lundi dans la capitale gabonaise. Nous sommes ici pour aborder les questions qu'on va discuter et prendre les positions, ce qu'on va présenter aux ministres dès qu'ils sont déjà là. Ces propositions ont un impact considérable sur les politiques environnementales prônées par les Africains. La position commune africaine qui a été présentée à Copenhague lors de COP15 en 2009 était suffisamment une représentation de facto du peuple africain par la société civile. Du 12 au 16 juin à Libreville, la CEMAE a choisi de réfléchir sur le thème « Investir dans les solutions environnementales novatrices pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 en Afrique ». Depuis 7 ans, cette conférence débute ses activités par la réunion de la société civile.